Pierre Laurent, c'est tout le paradoxe de la situation. La journée d'hier a été un succès considérable du point de vue syndical, et d'ailleurs le gouvernement ou la majorité le reconnaissent. Et en même temps, ça ne va servir à rien parce que le gouvernement va passer en force et à moins d'appeler à une grève générale reconductible, on ne voit pas ce qui pourrait le faire céder. La marge de négociation sur la pénibilité, les carrières longues, ça fait déjà 3 ou 4 mois qu'on sait que ça va être là-dessus que la marge de négociation va pouvoir se... Il faut quand même constater que la seule chose qui fait bouger ce gouvernement un tout petit peu, c'est précisément la mobilisation sociale. Donc il nous disait qu'il bougerait sur rien, il bouge un tout petit peu. C'est très insuffisant. C'était prévu, franchement. Je pense que c'est ce que diront les syndicats. On va voir. En tout cas, les premières réactions vont dans ce sens-là. Ça veut dire tout simplement qu'effectivement, on va être obligé de continuer un effort de mobilisation sociale continue. Oui, mais même 2-3 grandes journées de manifestation, vous en avez, enfin le mouvement social en a fait l'expérience ces derniers temps. Au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et puis, si le gouvernement tient bon, il tient bon. Oui, enfin, il tient de moins en moins bon quand même. On a tenu tout l'été à bout de bras un ministre qui visiblement est mis de côté sans que plus personne n'en parle. Le gouvernement avait dit on touchera à rien. Le président de la République lui-même est obligé de monter en ligne ce matin au Conseil des ministres. Ça commence à devenir très très fébrile du côté du gouvernement. Et pendant ce temps-là, ce qu'il faut constater, contrairement aux prévisions gouvernementales, c'est que la mobilisation sociale, elle gagne de la force à chaque rendez-vous et les rendez-vous se rapprochent. Donc moi je crois que cette bataille est loin d'être terminée et le gouvernement qui prédisait même un débat parlementaire express et qui a utilisé toutes les techniques possibles pour ça va se trouver, je crois, en difficulté. Il est en train de s'enfoncer dans une impasse dont on ne voit pas effectivement pour le moment comment il va en sortir. Peut-être que la mobilisation amplifiée est le moyen de faire sortir le gouvernement de son acharnement qui ne mènera nulle part. Claude Reichmann, à la fois j'imagine que vous êtes assez satisfait de la fermeté du gouvernement à faire passer les principales mesures de sa retraite et qu'en même temps, vous êtes de ceux qui pensaient que cette réforme ne va pas assez loin ? Je vais même bien au-delà de votre appréciation. Je pense que nous assistons à une tragicomédie en ce moment. La comédie, elle est jouée par le gouvernement et par l'opposition et les syndicats. Le gouvernement fait semblant de réformer, les syndicats et l'opposition font semblant de s'opposer. La tragédie, c'est celle des Français qui vont se retrouver avec des retraites dans une situation catastrophique. Il faut quand même savoir que tous les gens qui sont actuellement en charge de ce problème ou qui s'y opposent savent que le système est fichu. On ne peut pas faire vivre un système de répartition. Le système, ça veut dire quoi ? Le système de répartition est fichu à cause de la démographie ? À cause de la démographie et à cause de l'économie aussi, mais surtout de la démographie. C'est un système qui a été conçu pour fonctionner au moins avec 4 cotisants pour un retraité. C'était le cas en 1960. Aujourd'hui, nous avons 1,4, 1,5 cotisants pour un retraité et dans quelques années, il y aura un cotisant pour un retraité. Mettez-vous à la place, et vous le saurez sans doute, du cotisant. Il va falloir qu'il fasse vivre un retraité, qu'il paye les soins de santé du retraité, qu'il fasse vivre l'État, qu'il fasse vivre sa famille et lui-même. Ce garçon-là, vous-même en l'occurrence, risque d'avoir des moments difficiles. Non mais l'argument démographique, d'abord le système de répartition a déjà absorbé une progression de la démographie et une évolution du rapport cotisant-retraité. Donc le système a prouvé qu'il était capable d'absorber une telle évolution. À condition qu'il n'y ait pas la crise et le nombre et le pourcentage de chômeurs. Mais voilà, parce que c'est ça le facteur d'aggravation. Le facteur d'aggravation principal n'est pas la démographie. Et d'ailleurs, les rapports sérieux le disent, c'est effectivement le choc de la crise. Or, qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise ? C'est le fait que précisément on a laissé gonfler les rendements financiers des entreprises au détriment de leurs investissements publics et sociaux. Et au final, ce divorce-là n'est plus possible. Donc moi, je crois que conforter le système par répartition et obliger les entreprises à diriger un peu plus de richesse vers le financement de la protection sociale, non seulement ce serait un financement juste, mais en plus, c'est un bon moyen de sortir de la crise, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une parfaite illusion de croire que la crise est responsable de tout. En réalité, le système
Vous avez lu, comme moi, j'imagine, le rapport Rocard il y a 20 ans et d'autres rapports. Vous savez, vous connaissez Alfred Sauvy. Il disait la démographie est l'art le plus simple du monde. Ça consiste à dire qu'un jeune homme de 18 ans aura 68 ans dans 50 ans. Bon, ça fait 30 ou 40 ans qu'on mais sait... vous savez comme moi... Attendez, laissez-moi finir. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on sait que nous serions dans cette situation. Donc il n'y a absolument aucune surprise. Vous êtes d'accord que la crise a aggravé les choses, ou catalysé le processus? Il y a eu un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui n'a pas été, je pense, contesté fortement, qui disait des choses très simples. La retraite, c'est 40 ans, n'est-ce pas? Il faut juger une retraite pendant 40 ans. Donc nous sommes en 2010 et le corps, très justement, s'est fondé sur 2050. Que dit-il? Si on veut maintenir le système actuel, il faut diminuer de 40% les retraites, ou augmenter de 40% les cotisations, ou faire partir les gens 72 ans. Donc voilà ce que vous donne le système de répartition. Alors quelle serait la solution? Ouvrir à la capitalisation et à l'individualisation de la retraite? Bien plus que ça, il faut supprimer la répartition, comme cela a été fait d'ailleurs au Chili en 1981 par mon ami José Piñera, qui est le frère d'ailleurs de l'actuel président. Ça consiste tout simplement à donner le choix aux gens de partir, bien évidemment, à leur choix, c'est-à-dire s'ils sont désireux de le faire, pour un autre système. Et bien entendu, il ne s'agit pas de laisser le système de répartition, ou plutôt les victimes, les naufragés de la répartition dans une situation dramatique. Donc il faut une véritable solidarité nationale qui se montrera par l'impôt. Et à partir de là, moi je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter par référendum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un grand débat national. Celui que nous avons en ce moment, on ne l'a nulle part. Personne ne parle de ça. Mais sur LCI en tout cas. Merci d'ailleurs. Bon coup en tout cas pour le référendum. Mais alors je vous assure que vous serez battu à plat de couture dans le pays. Si vous ne me donnez pas la parole, Monsieur Laurent, je serai battu à coup sûr. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que les Français sont attachés au système par répartition, qui est un système de solidarité entre générations. Et le système d'individualisation dont vous parlez, demandez aux salariés britanniques qui viennent de prendre la crise financière de plein fouet et qui ont vu leur retraite par capitalisation fondre comme neige au soleil en quelques mois, et vous verrez ce qu'ils Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Parce que, évidemment, la retraite par capitalisation, comme son nom l'indique, ça devient un produit financier, donc extraordinairement vulnérable aux aléas du marché. C'est parce qu'on confond les produits financiers avec les produits toxiques. Bon, en réalité, nous avons fait des tas de calculs qui ont été publiés et qui n'ont jamais été contestés. Vous avouerez que ces derniers temps, c'était difficile de distinguer les uns des autres. C'est toujours difficile d'essayer de dire des choses justes. On peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'elles soient justes. Or, nous avons fait des calculs. Ne commencez pas le référendum, on le fera après. Allez-y. Nous avons fait des calculs qui démontrent qu'un salarié qui touche actuellement de l'ordre de 1500 € par mois, c'est-à-dire un salaire moyen, s'il avait, au lieu d'être dans le système de répartition, si les mêmes sommes avaient été placées dans une capitalisation de père de famille, c'est-à-dire des bons d'État, eh bien, il aurait actuellement... Donc pas une capitalisation à risque. Une capitalisation sans risque, comme d'ailleurs Piñera l'avait fait au Chili. Et donc, cette capitalisation lui donnerait une retraite 3 fois supérieure. Il touche moins de 1000 € maintenant. Il aurait 2500 ou davantage. Et il aurait un capital de 677 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence? Donc, vous, finalement, vous avez créé un système, vous, pas personnellement, mais votre tendance, à créer un système de misérabilisation. Non, mais tendance, c'est parti communiste avec l'aide du général de Gaulle, quand même, en 45, pas seulement. C'est le système de Vichy qu'il a créé, je vous signale, en 41. Non, mais ne dites pas n'importe quoi. Vous savez très bien que le système de protection sociale français a été créé à la Libération, je ne dis pas dans la lignée du programme du Conseil national de la Résistance. Donc, la répartition a été créée en 1941. Restons sérieux si on veut avoir un débat sérieux sur ça. Sérieux, cher monsieur, c'est l'histoire, ça. Voilà. Oui, mais justement, c'est donc un point d'histoire utile sur le rôle du Conseil national de la Résistance, dans cette affaire-là comme dans d'autres. Excusez-moi, mais précisément le système actuel qui permet aux salariés de financer ceux qui travaillent la retraite de ceux qui sont à la retraite, qui est un système de solidarité entre générations, est un système qui est extrêmement performant, contrairement à ce que vous dites. Puisque c'est un système... Mais oui, actuellement, la dégradation du niveau des pensions que nous enregistrons, c'est précisément parce qu'on a commencé avec les réformes Balladur en 93 et avec les réformes Fillon en 2003 à s'attaquer à ces acquis-là et qu'on a déjà refusé de se poser la question de recettes nouvelles pour financer le système. Quelles seraient-elles ces recettes nouvelles d'après vous, puisque vous êtes quand même d'accord sur le constat qu'il y a urgence? Il faut effectivement des recettes nouvelles.
on pourrait, nous proposons de créer, c'est dans une proposition de loi qu'ont déposé les députés communistes et du Parti de gauche en juin à l'Assemblée, par exemple, une cotisation sur les revenus financiers des entreprises au même niveau que les revenus salariaux, qui rapporterait 30 milliards d'euros par an. Il faut aussi cesser la politique d'exonération de cotisations sociales, qui ne produit aucun effet positif en termes d'emploi, on le voit bien avec la crise, et qui pourrait rapporter 20 milliards d'euros par an. Ce serait si scandaleux que les stock options ou les bonus puissent être partie prenante de cotisations sociales. Si le système était viable, on pourrait imaginer toutes sortes d'éléments. Ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est qu'on confond l'impôt et les cotisations sociales. Bon, il faut un système qui soit fondé soit sur les cotisations, soit sur l'impôt, mais ce n'est pas du tout le même système. Et deuxièmement, je vais vous suggérer une piste très intéressante. Je pense, vous le dites sûrement de temps en temps, qu'il faut faire payer les riches. Enfin, peut-être le slogan a peut-être évolué, mais savez-vous quel est le montant du patrimoine professionnel des 500 plus grandes fortunes françaises? 245 milliards. Ça vient d'être publié. Eh bien, avec ça, vous ne payez même pas une année de retraite. Donc, cette idée d'aller faire payer tel ou tel, ça n'aboutira qu'à une chose, c'est que la croissance française, qui est quasi exsangue, on est autour de 1%, un peu plus, un peu moins, va complètement disparaître. C'est-à-dire que c'est un système qui tue la croissance. Il faut changer de système. Sinon, vous allez avoir votre solidarité entre les générations qui va se traduire, comme elle se traduit maintenant, par des personnes d'un certain âge qui vont aller à la retraite et qui vont dire aux jeunes, vous payez et vous n'aurez rien. C'est ça la solidarité. Ce qui tue la croissance, c'est que la part dans la valeur ajoutée, dans les richesses créées par l'entreprise, la part de la valeur ajoutée qui va aux dividendes et donc à la rente boursière est passée de 5% à 25% de la valeur ajoutée en 25 ans. Et aujourd'hui, cette part est supérieure à celle de l'investissement productif. Et je ne parle même pas des salaires qui ont reculé de 10 ou 12 points dans la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, du fait que les 20 premiers groupes du CAC 40 annoncent la semaine dernière, alors que nous sommes en train de débattre de la réforme des retraites, qu'ils disposent de 80 milliards d'euros de trésor de guerre. Et à quoi vont-ils les utiliser? À faire des OPA pour manger des groupes, comme Sanofi vient de l'annoncer, en annonçant qu'ils allaient mettre 14 milliards d'euros, Sanofi Aventis, dans une OPA sur un groupe américain de biotechnologie. Voilà le type de croissance qui mine. Claude, ce sera sans doute vous qui conclurez. Allez-y. Eh bien, les finances. Si vous considérez que s'attaquer au groupe du CAC 40 est une bonne solution, je vous signale quand même qu'il s'est passé une chose intéressante, c'est la mondialisation. Alors vous êtes peut-être contre, mais enfin c'est un fait. Et le sociologue de gauche Alain Touraine a écrit un article il y a quelques jours dans Le Monde, dans lequel il a dit, ça n'a pas dû beaucoup encourager les lecteurs du Monde, il a dit nous avons vécu une période de la fin des religions, puis de la fin du politique, et maintenant c'est la fin du social. Les syndicats et les partis politiques ne comptent plus pour rien. Or, la mondialisation, c'est quoi? C'est qu'une entreprise qui ne va pas chercher des accroissements, qui ne va pas chercher des aides, qui ne va pas chercher à s'agrandir, meurt. Donc si vous voulez tuer définitivement la croissance française, allez-y. Faites un carton sur le CAC 40. C'est ce type de mondialisation qui vient de provoquer la plus grande crise financière de l'histoire. Pas exactement. En tout cas, beaucoup d'experts partagent ce constat-là. Beaucoup d'experts disent le contraire.